Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Histoire en série. Aujourd'hui, je reçois Marine Duc. Bonjour Marine. Bonjour. Alors Marine, je suis ravi de vous recevoir pour plusieurs raisons. La toute première, c'est que vous êtes géographe et que c'est toujours très très agréable de recevoir des collègues géographes. Ça permet d'aborder les séries sous une autre thématique. Et puis, parce que vous nous proposez une série que personnellement j'aime beaucoup et sur laquelle j'ai travaillé aussi, c'est la série Borgen. On va parler en particulier d'une série qui est sur votre spécialité, la saison 4. C'est celle qui parle autour du Groenland. On ne va pas parler de toutes les 3 autres saisons de Borgen, mais on va s'intéresser à celle-là parce que je vais vous présenter Marine. Vous êtes un ancien élève de l'École normale supérieure de Lyon. Vous êtes agrégé et docteur en géographie et actuellement vous êtes à terre à l'université Gustave Eiffel où vous êtes rattaché au laboratoire analyse comparée des pouvoirs et passage. Vos travaux portent sur les migrations privilégiées, sur les inégalités scolaires et les politiques éducatives et vous intéressez en particulier au rapport en contexte post-colonial, on pourrait dire, et plus singulièrement aux questions raciales telles qu'elles s'expriment dans le milieu universitaire et en contexte migratoire. Vous étudiez ces questions dans le contexte de la migration des étudiants et étudiantes groenlandais et groenlandaises vers le Danemark. Alors, pour cette saison 4, j'allais dire, de Borgen, on ne pouvait pas rêver meilleure intervenante. Alors, Marine, pour commencer peut-être en tout premier, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Borgen, peut-être commencer à nous présenter la série et puis peut-être faire un petit zoom sur ce qu'est cette saison 4 en particulier, où le Danemark et le Groenland, leurs relations sont au cœur quasiment de cette saison. Oui, bien sûr. Donc, Borgen, c'est donc une série danoise qui a été réalisée par Adam Price et qui a été produite par l'une des chaînes publiques danoises, donc Danmark Radio. Les 3 premières saisons de cette série, elles se sont déroulées entre 2010 et 2013. Et après, on a eu une assez longue ellipse, puisque la 4e saison, elle est sortie en 2022. Donc, c'est une saison qui est assez récente. Et en fait, la série, elle va suivre le parcours d'une élue danoise qui s'appelle Birgitte Nyborg, qui représente en fait une centriste qui devient la première femme première ministre du Danemark. Donc on dit souvent que son personnage aurait été inspiré de Helle Thorning-Schmidt, donc qui a également été la première femme première ministre du Danemark entre 2011 et 2015, et qui, elle, était rattachée au Parti social-démocrate. Mais voilà, c'est des choses qui circulent. C'est l'idée que voilà, ce personnage féminin représentant une sorte de féminité puissante aurait inspiré Birgitte Nyborg. Alors, quand on parle de Borgen, en fait, Borgen, c'est un terme en danois qui signifie le château. C'est le surnom qu'on donne au château de Christiansborg, donc le château qui se trouve au centre de Copenhague et où va se trouver les grandes institutions de la démocratie danoise. Donc, on a le siège du Folketing, donc le Parlement danois, où se trouve aussi donc l'Assemblée, les bureaux du Premier ministre, donc qu'on appelle en danois le Statsminister, donc ministère d'État, et aussi une partie de la Cour suprême. Donc, au fil des 4 saisons, la série, en fait, elle va jouer vraiment sur 2 plans autour de ce château. On va avoir un premier plan qui va renvoyer vraiment à la pratique du pouvoir, donc qui va aborder les différents jeux d'acteurs, les différentes intrigues qui vont se trouver, qui vont prendre place au sein du gouvernement, les liens entre le gouvernement et les médias. Et on va aussi, dans cette pratique du pouvoir, on va aussi avoir un thème qui va être le traitement de différentes questions assez transversales dans les arènes du débat public danois. Donc on a la question de la montée de l'extrême droite, on a la question aussi du genre et notamment de sa place dans les conseils d'administration des entreprises, qui a été un gros enjeu en fait au Danemark. On a également eu aussi des questions plus militaires, comme l'engagement des forces armées en Afghanistan, la sécurisation du golfe d'Aden, où on a voilà, un pays, on est au Danemark, donc c'est un pays qui a vu naître le plus gros armateur de porte-conteneurs au monde, Maersk.
On a aussi des questions sur la législation, la légalisation du travail du sexe. Voilà, on a énormément de questions en fait assez transversales hein, qui dialoguent avec des choses qui pourraient se passer ailleurs qu'au Danemark. Et le deuxième plan sur lequel va jouer la série, c'est plutôt un plan qui va renvoyer à la thématique du travail politique parce que la série questionne en fait la place des rapports de genre qui traversent la sphère politique. Donc ces rapports de genre, ils se déplient entre élus et fonctionnaires, mais aussi dans les interactions que ces élus et fonctionnaires peuvent avoir avec la sphère médiatique. Donc Borgen, c'est une série qui est aussi intéressante, donc il faut la replacer hein, au début des années 2010, c'était quand même quelque chose d'assez novateur sur la place des femmes dans ces sphères-là du pouvoir, en particulier les sphères politiques et médiatiques, et comment en fait l'endossement de ces fonctions à haute responsabilité vont venir recomposer les rôles de genre, notamment la place de la maternité, la place du travail de care, la place aussi bah, voilà, du fait d'être parent ou femme seule. Voilà, c'est toutes ces thématiques-là, elles sont abordées toujours en lien avec le travail politique et le travail médiatique. Alors aujourd'hui, je voulais plus particulièrement aborder, donc comme vous l'avez dit, la question de la dernière saison de Borgen, où la série va prendre un nouveau tournant. Parce que les questionnements initiaux vont toujours être présents, hein, la pratique du pouvoir et puis la thématique du travail politique. Mais dans cette dernière saison, en fait, la focale va être placée sur la dimension ultramarine de la politique danoise et va confronter en fait la démocratie danoise, souvent érigée en modèle, enfin en tout cas côté français, hein, c'est des choses qui reviennent très souvent. Donc cette dimension, cette politique danoise, ce fonctionnement démocratique danois va être confronté en fait à son passé colonial. Donc voilà, c'est une sorte de première fissure qui est mise, enfin, on va dire l'accent dans cette série, dans cette saison est mise sur cette fissure de la démocratie danoise, son passé colonial. En termes d'intrigue, qu'est-ce qui se passe? Birgitte Nyborg, on va la retrouver, mais elle n'est plus première ministre cette fois, elle est devenue ministre des Affaires étrangères. Et elle va se trouver aux prises dans la gestion de la découverte de pétrole au Groenland. Donc le Groenland, hein, c'est un territoire danois de l'Atlantique Nord. Je vais revenir sur son statut peut-être tout à l'heure. Et en fait, cette dernière saison, elle va soulever des questions liées aux enjeux de développement à l'heure des changements globaux, mais aussi des questions de développement à l'heure de l'affirmation nationale et de l'affirmation étatique, parce que le Groenland n'est pas encore un État, même s'il en a certaines prérogatives. Et va aussi, troisième thématique, aborder la question de l'inégale responsabilité euh, à l'échelle mondiale des différents États dans ces changements globaux. Donc voilà, en fait, ces trois thématiques-là vont s'articuler vont s'articuler autour du Groenland, donc dans une région arctique qui est souvent considérée comme une sorte de hotspot géostratégique, géopolitique, d'autant plus avec la recomposition donc liée aux différents changements globaux. Donc voilà ce qu'on peut dire pour faire un tour d'horizon, on va dire, de cette série Borgen qui nous fait voyager un petit peu vers le nord et puis donc dans sa dernière saison vers l'Arctique. Merci beaucoup Marine pour la présentation. Alors effectivement, hein, vous l'avez dit, cette série-là a été longtemps mise en avant pour son personnage principal de Birgit Nyborg. Et c'est très intéressant le fait que vous ayez choisi cette question 4 parce qu'on peut parler, et c'est ce que j'aimerais qu'on voit maintenant, des questions sur l'indépendance, des questions aussi sur le développement, mais par les ressources qu'il y a dans le sous-sol. Et on va le voir, hein, effectivement, la question d'aller, alors que le Danemark est un pays où la coalition au pouvoir, dans la série en tout cas, était centriste avec des écologistes, est-ce qu'on peut utiliser tout ce qui est les énergies, l'hydrocarbure en tout cas, pour développer une région? Donc c'est tout ce qui va venir dans cette thématique-là, on va en parler, mais avant ça, j'aimerais peut-être que vous reveniez quelques instants, s'il vous plaît, sur les relations qu'il y a entre le Groenland et le Danemark, sur les relations diplomatiques, en nous rappelant en particulier, peut-être tout le monde ne le sait pas, que pendant longtemps, le Groenland a été une colonie danoise qui aujourd'hui est autonome. Oui, exactement. En fait, le Groenland, c'est une ancienne colonie danoise donc, qui a perdu officiellement, hein, entre gros guillemets, son statut de colonie dans les années 50 pour devenir ensuite un département danois, puis à partir de 1979, obtenir une première autonomie et une autonomie élargie en 2009. Donc cette autonomie élargie, on l'appelle le Selvstyre, je vais l'appeler comme ça dans le reste de l'enregistrement.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait ce Celstur? Ça veut dire que le Groenland dispose d'un certain nombre de prérogatives concernant son propre territoire et la maîtrise de voilà, son propre espace. Au concret, le Groenland aujourd'hui dispose donc d'un gouvernement, d'un parlement, dispose aussi de sa vie politique propre et conserve deux représentants au Folketing à Copenhague. On voit l'un de ses représentants dans la série qui apparaît à partir du deuxième épisode, hein, c'est le personnage de Jens Enoch Bertelsen qui occupe cette fonction. Euh, Aujourd'hui, donc, le gouvernement groenlandais, qu'on appelle Naalakkersuisut, dispose de compétences élargies. Qu'est-ce que ça veut dire des compétences élargies? Ça veut dire que globalement, le gouvernement groenlandais ressemble à un État sur de nombreux aspects, sauf qu'il n'a pas les compétences régaliennes, donc n'a pas d'armée, par exemple. Il n'a pas le pouvoir de battre monnaie. Il dispose d'une partie des affaires étrangères, hein, de la compétence en affaires étrangères, mais pas tout, et également une partie de la justice qui reste encore sous l'autorité du Danemark sur certains aspects. Mais voilà, le Groenland, en fait, hein, est quasiment un État. Et dans la façon, enfin voilà, quand on échange avec les Groenlandais, les Groenlandaises, hein, voilà, souvent ils considèrent que leur pays n'est pas le Danemark, mais c'est bien le Groenland. Donc pour eux, c'est vraiment un pays, voire presque un État dans certaines de ses fonctions. Pour saisir ce qui se passe au concret dans Borgen, dans la saison 4, j'ai besoin d'expliquer un petit peu ce qui se passe en termes de compétences extractives. Donc, en 2010, donc après l'autonomie élargie, la compétence de l'extraction, elle est revenue entièrement entre les mains de Nala Kersuesut. Alors qu'avant, elle faisait l'objet d'une gestion conjointe. En fait, pendant la première autonomie, voilà, le Danemark et Groenland géraient ensemble, s'occupaient ensemble de tout ce qui concernait l'extraction de ressources naturelles. Donc en fait, à partir de 2009, hein, on a un transfert de compétences qui est finalement assez significatif d'une forme de réappropriation du territoire groenlandais par les Groenlandais et les Groenlandaises. Mais le problème, c'est que ce statut assez ambivalent finalement du Groenland, qui n'est pas tout à fait un État, qui n'est pas tout à fait une région autonome, c'est bien plus que ça, fait qu'il va exister un certain flou législatif dans plusieurs domaines, voilà, dans plusieurs domaines thématiques, que ça aille de l'éducation jusqu'aux ressources. Et en fait, on retrouve complètement ça dans la série, parce que dès le premier épisode, ce flou législatif, ce flou administratif, il est facteur de tension, en fait. Et ça, on le voit dans les tensions qui vont caractériser la relation entre Birgitte Nyborg et la première ministre danoise dans la série, Signe Krag. Les affaires groenlandaises, théoriquement, dans la réalité, elles sont gérées par le bureau pardon, du Premier ministre, donc le ministère d'État. Donc ça veut dire que c'est normalement Signe Krag qui s'en occupe et qui va, ses services en tout cas, vont s'occuper de la situation décrite dans la série. Le problème, c'est que tout ce qui va concerner les ressources naturelles ne sont pas censés être gérés par le ministère d'État, mais sont censés être gérés par les affaires étrangères, donc le ministère qui est sous l'égide de Birgitte Nyborg. Donc voilà, on a déjà ici une première situation de flou où en fait les enjeux de l'extraction pétrolière tels que décrits dans la série, elles sont dans la série mais aussi dans la réalité co-gérées en fait par le bureau du Premier ministre et le bureau des affaires étrangères. Donc voilà, il y a des petites complications, ce qui va faire que la dimension en fait géostratégique de certaines ressources, en particulier du pétrole, hein, mais ça pourrait être le cas pour d'autres, font que les affaires étrangères danoises sont tout à fait légitimes à s'impliquer dans le conflit qui est décrit dans la série. Et c'est notamment c'est quelque chose qui s'est déjà produit hein, par le passé. Ça a été le cas dans le cas notamment de la controverse qui a touché l'extraction d'uranium dans les années 2010. On avait un projet d'extraction d'uranium et de terres rares dans le sud du Groenland. Et en fait, voilà, les affaires étrangères danoises ont également cherché à s'impliquer dans ce conflit-là. Vous l'avez dit, Marine, cette saison 4 s'ouvre effectivement sur la découverte d'un important gisement d'hydrocarbures au sein du Groenland. Alors, est-ce qu'il y a là-dessus une vraie actualité ou est-ce qu'on est tout simplement à 100% sur de la fiction? Oui, alors, la série, en fait, elle s'ouvre effectivement dès le premier épisode, hein, c'est ce qui fait le ressort argumentatif, en fait, le fil directeur de l'ensemble de la saison.
par une découverte de pétrole, donc un gisement qui serait très important. Ce gisement, il se trouverait au large d'Ilulissat. Donc Ilulissat, c'est une petite ville qui se situe dans la baie de Disco. Donc on est plutôt dans la partie nord du Groenland. Alors au Groenland, on dit que c'est la partie nord. Pour nous, avec nos yeux d'Européens et d'Européennes, c'est plutôt la partie centrale de la côte ouest du Groenland. Donc cette découverte de pétrole, elle est faite par une compagnie canadienne. C'est important, je le dis maintenant, j'y reviendrai, parce que ça fait écho voilà, aux entremêlements géopolitiques qu'il peut y avoir par la suite. On peut reconnaître, c'est vrai, que ce scénario-là fait écho à certains questionnements contemporains, notamment à la question de la dépendance aux énergies fossiles, à la question aussi de la responsabilité qu'il peut y avoir à extraire ce type de ressources en milieu polaire, qui est un milieu particulièrement fragile et sensible. Et le dernier thème qui fait écho à la réalité, c'est l'idée que l'île, qui souhaite se détacher du Danemark, qui souhaite acquérir son indépendance, cherche à trouver des formes de diversification de revenus pour être moins dépendant du Danemark. Donc voilà pour un peu le cadrage. Après, on sait qu'il y a des hydrocarbures en Arctique depuis très longtemps. Donc ça, c'est une réalité, hein. On le sait depuis, en gros, la fin du XVIIIe siècle, hein, puisque les affleurements pétroliers ont été découverts dans le nord du Canada et puis au Groenland à partir de cette époque. Mais l'exploitation en Arctique d'hydrocarbures, elle se développe surtout dans les années 60-70, en particulier côté Alaska et côté URSS. C'est moins le cas au Groenland, à cette époque-là en tout cas. Euh, les réserves aujourd'hui, elles ne sont pas toutes encore connues, mais on estime que dans la zone au nord du cercle polaire, on aurait environ 90 milliards de barils de pétrole qui seraient enfouis, sans compter le gaz. C'est les chiffres qui sont donnés par une étude qui est très souvent citée, hein, une étude du service géologique états-unien, qui date de 2008. Donc ça commence à être un petit peu ancien maintenant. Mais cette estimation, en fait, elle reste, au-delà de la temporalité, elle reste à prendre avec des pincettes parce que c'est difficile de savoir combien il resterait de ressources à exploiter. On pense que cette estimation des 90 milliards de barils de pétrole, ça représenterait entre 12 à 15% des ressources mondiales. Et voilà, encore une fois, c'est un chiffre qu'il faut prendre avec des pincettes. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Arctique sur ces questions pétrolières et gazières? Avec les changements globaux, en fait, l'Arctique est un petit peu revenu sur le devant de la scène. Il a souvent été présenté, et puis il l'est encore hein, quand même assez régulièrement dans les médias francophones et autres. Il est souvent présenté comme un Eldorado, avec l'idée que voilà, les ressources que contient son sol, son sous-sol, seraient devenues beaucoup plus accessibles avec la fonte des glaces. Le problème, c'est que c'est une vision qui est un petit peu simpliste, parce que c'est vrai hein, que l'Arctique se réchauffe plus vite que le reste du globe. Dans les rapports du GIEC, c'est souvent précisé que les pôles se réchaufferaient 3 à 4 fois plus vite que le reste de la planète. Et on a aussi des études très régulières hein, qui montrent que l'Inland 6, hein, donc cette calotte glaciaire qui recouvre le Groenland, fond extrêmement rapidement. Mais en fait, ces changements globaux, ils ont des conséquences qu'il faut prendre de manière vraiment systémique, hein, parce que la fonte glaciaire, la fonte du pergélisol, elle rend beaucoup plus complexe la construction de structures, par exemple de ports ou des structures d'extraction. Et la fonte de l'Inland 6, elle a aussi des effets sur la navigation, parce qu'on va avoir plus d'icebergs au moment de la débâcle notamment. Donc voilà, ça va compliquer la navigation, ça peut aussi avoir des effets sur les courants. Et il ne faut pas oublier qu'on reste en climat polaire. Donc voilà, ça reste un climat qui est instable, qui est compliqué. Donc il faut faire attention à ne pas considérer trop vite le réchauffement climatique comme étant un synonyme d'ouverture d'un nouvel Eldorado. Ça reste très compliqué d'exploiter ces ressources en Arctique. Et après, le dernier élément qu'il faut avoir en tête, c'est que au Groenland, le Groenland n'est pas du tout la zone la plus dotée en hydrocarbures. Dans les années 2000-2010, en fait, on a eu cette impression que la fonte des glaciers pouvait laisser entrevoir de nouvelles perspectives d'extraction.
Et le gouvernement groenlandais a accordé plusieurs nouvelles licences d'exploration, surtout sur la côte ouest. Donc ça, c'est une géographie qui est plutôt bien retranscrite dans la série parce que le gisement en question, qui fait l'objet donc de tout l'enjeu de la saison, se trouve au large d'Ilulissat, donc on est sur la côte ouest. Et puis aujourd'hui, on a plusieurs grandes entreprises qui ont fini par laisser tomber l'exploration. Donc on peut penser à des compagnies comme Dong Energy, compagnie danoise, on peut penser à Cairn, compagnie écossaise, ou à Statoil, la compagnie norvégienne, qui ont fini par laisser tomber l'exploration, soit parce que c'était trop coûteux, ou parce que c'était trop risqué, alors même que toutes ces compagnies-là, hein, donc Dong, Statoil ou Cairn, ont l'habitude de forer et d'extraire en milieu froid. Donc voilà, ça reste une situation qui est difficile en fait, on n'est pas du tout sur une logique d'Eldorado. Alors après, en ce qui concerne donc au concret les difficultés d'exploitation qu'il peut y avoir au Groenland, il faut avoir en tête que on a donc certes une présence importante de ressources, mais avec une grosse inconnue environnementale. Pour certains chercheurs, comme Mark Nuttall par exemple, cette situation, elle a contribué au développement de ce qu'on a pu appeler là le front, on pourrait le traduire comme ça, le front des ressources groenlandaises, pardon, Greenlandic Resource Frontier. Donc, c'est une sorte de front pionnier d'opportunités extractives, mais aussi un front de développement de contestation dans lequel vont s'impliquer des acteurs locaux et des acteurs internationaux. Donc, il faut savoir hein, que l'extraction d'hydrocarbures, ça a suscité beaucoup d'espoir au Groenland, notamment celui de la création d'emplois, dans un pays où le taux de chômage dans les années 2000 était très élevé, en particulier en dehors des principales villes. Et l'autre espoir, c'était celui du dégagement d'une rente pétrolière hein, dans un pays où les produits de la pêche représentent 93% des exportations en 2021. Donc ces richesses, en fait, elles suscitaient vraiment l'espoir d'une autonomisation financière. Et il faut avoir en tête que cette dépendance, la dépendance existante vis-à-vis du Danemark, elle s'exprime à la fois par les partenariats commerciaux entre Groenland et Danemark, mais aussi et surtout par une subvention globale qui est versée chaque année par le Danemark au Groenland. Et cette dotation, elle est très importante puisqu'elle correspond à environ 470 millions d'euros. Ça fait 3,5 milliards de couronnes danoises par an. Donc 470 millions d'euros, ça veut dire que par an, en fait, cette subvention représente plus de 8 800 euros par résident groenlandais. Donc, et ce montant, il est très stable parce qu'il a été fixé en fait dans les accords de l'autonomie élargie en 2009. Donc, ça représente une somme d'argent considérable et on peut se douter que voilà, sans cette subvention, en fait, le fonctionnement de l'État groenlandais, en tout cas du gouvernement groenlandais, serait tout à fait différent. Alors, le projet extractif, comme il est présenté dans la série, il est plus du tout en phase avec l'agenda politique du gouvernement du Groenland. En fait, certes, il s'inscrit dans l'activation, la réactivation de certaines, on va dire, questions d'actualité. Mais en tout cas, en termes de programme politique, c'est plus du tout une question sensible comme elle l'est, et elle n'est pas du tout existante comme elle peut l'être dans la série. Il faut savoir que depuis ce printemps, donc le printemps 2022, je considère qu'on est encore en hiver. Donc, depuis le printemps 2022, on a une nouvelle coalition avec un programme beaucoup plus ambitieux sur les questions environnementales qui arrive au pouvoir au Groenland. Et quelques mois plus tard, cette coalition a voté l'interdiction de toute extraction de pétrole sur le territoire groenlandais. Et une fois l'été passé, autre vote, interdiction de toute extraction d'uranium, qui a mis fin à un projet, voilà, un autre projet extractif qui a divisé le Groenland pendant presque 10 ans sur l'extraction de terres rares. Donc en fait, la réalité, elle est très loin de ce qui est représenté dans la série, où on a l'idée que voilà, on aurait un Groenland qui serait prêt à vendre son environnement fragile pour obtenir l'indépendance. C'est quelque chose qui est très éloigné de la réalité d'aujourd'hui. En fait, on pourrait dire que, de manière un peu rapide, que cette image, elle a presque une dizaine d'années de retard. Dans l'épisode 3 de la saison 4, Jens Enoch Bertelsen, donc un des personnages qui représente le Groenland au Folketing, s'adresse à Birgitte Nyborg et lui dit
toi et Copenhague, vous dites qu'on ne peut pas extraire le pétrole parce que ça nuit à l'environnement que vous avez déjà ravagé. Donc le Groenland devrait payer pour la pollution de l'Occident des 200 dernières années. Donc en fait, cette position voilà, où le Groenland va reprocher au Danemark d'avoir pollué la nature et eux n'auraient pas de droit à polluer, entre gros guillemets, elle pourrait être rapprochée de celle qu'avait le gouvernement du Groenland avant le changement de coalition gouvernement qui avait refusé de signer l'accord de Paris en 2015 pour les mêmes arguments, pour les raisons en fait présentées par Jens Enoch dans la série. Donc l'idée que voilà, ce serait l'Occident qui aurait pollué. Donc pourquoi il faudrait imposer, en fait, il faudrait bloquer le développement des régions qui en ont besoin. Aujourd'hui, la coalition actuelle, elle envisage de rentrer dans l'accord de Paris. Donc la logique, elle est vraiment complètement opposée à ce qui se passe dans la série. Alors justement, Marine, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce revirement? Alors, ce revirement, en fait, il s'est surtout produit, il faut le réinscrire dans le temps, dans un temps un peu long, on va dire dans les 20 dernières années. On a eu un effet d'emballement dans les années 2000, d'abord pour les hydrocarbures et ensuite pour la question minière, qui est lié en fait à plusieurs choses. C'est lié d'abord à la publication, à certaines publications scientifiques, ou en tout cas estimations, rapports, notamment celui du service géologique états-unien que j'ai mentionné tout à l'heure. Et c'est aussi lié à la récupération de la compétence extractive pour le Groenland. Cette compétence extractive, elle va donner un nouveau cadre qui font des matériaux du sous-sol une sorte de propriété nationale. Et donc, ce nouveau cadre va permettre d'envisager les industries extractives comme portant une sorte de pouvoir de reconstruction politique. Et ça, c'est complètement réinvesti par les acteurs publics groenlandais. On a plusieurs facteurs qui vont expliquer ce changement de cap. Après 2008, d'abord, on a eu une chute des cours du pétrole et aussi, on commence à prendre en considération les difficultés techniques de l'extraction en Arctique. Dans ce cadre-là, il faut faire très attention aussi à considérer la matérialité de la ressource et en particulier la viscosité du pétrole, parce que la viscosité du pétrole va augmenter avec le froid. Donc ça fait que l'extraction et puis son transport aussi deviennent beaucoup plus complexes et ça peut faire augmenter cette viscosité aussi la vulnérabilité des écosystèmes. En cas de marée noire, voilà, le pétrole va se recouvrir et va beaucoup plus coller en fait à l'environnement, aux rochers, voilà. Un peu plus tard, donc dans les années 2010 plutôt, on a eu une sorte d'intérêt qui a été renouvelé pour les mines. Mais même chose, on a eu des difficultés techniques et puis on a eu aussi une sorte d'instabilité politique au Groenland qui a influencé négativement l'attractivité du pays. Et vous aviez eu un institut, le Fraser Institute, qui a montré en 2017 que le Groenland avait chuté dans le classement des pays les plus attractifs pour les investissements miniers. Donc ça a aussi fait ralentir, si vous voulez, l'engouement pour les questions, pour l'extraction de manière générale. Donc en fait, ce qu'on pourrait dire sur cette question du rapport à l'extraction dans la série, c'est que la série va un petit peu dans le sens de l'image d'Épinal qui colle encore à l'Arctique, cette idée d'un Eldorado qui serait pris dans les glaces et qui dissimulerait un trésor. Alors c'est une fiction, bien sûr, mais il faut garder en tête que ça reste une série danoise. Et dès les premiers épisodes, on a une vision qui reste particulièrement caricaturale des orientations politico-économiques du gouvernement groenlandais et en particulier de ces élus qui seraient prêts à sacrifier l'environnement sur l'autel de l'indépendance. Et on pourrait qualifier ce chemin narratif de white gaze, donc l'idée que la série reproduit les attentes d'un spectateur occidental et blanc, même si, et j'en parlerai peut-être après, même si la série en fait va prendre de la distance sur d'autres aspects, va prendre de la distance avec ce regard marqué par le white gaze. Donc, si on vous suit, Marine, par rapport à cette image de l'Arctique et du Groenland, on se retrouve finalement à une sorte d'image d'Épinal. La série véhicule une sorte d'image d'Épinal, une image qui aujourd'hui n'est plus vraiment d'actualité. Oui, parfaitement. C'est vraiment comme ça qu'on peut le décrire. En tout cas, sur cet aspect, sur ce rapport à la question extractive. C'est moins vrai pour d'autres éléments, mais en tout cas, pour cet aspect-là, on est complètement dans cette logique.
Alors, on avance, Marine, dans l'émission. On en arrive maintenant peut-être à des questions qui vous intéressent directement dans vos travaux, hein, ces questions des rapports post-coloniaux, finalement, avec une certaine affirmation nationale groenlandaise qui apparaît. Alors, quand on regarde finalement cette série, on parlait à l'instant d'image d'Épinal. J'allais vous poser une question aussi. Il n'y en a pas une certaine image d'Épinal autour finalement de Danois qui viennent au Groenland qui sont peut-être considérés comme des bureaucrates et on voit des Danois, des Groenlandais, pardon, qui vivent dans des maisons relativement simples. Donc, il n'y a pas une certaine opposition bureaucrate, gens simples? Alors, on est un petit peu là-dedans dans la représentation qui est faite de ces deux groupes sociaux dans la dernière saison. En fait, la série, elle va faire rejouer certains stéréotypes très classiques sur les Groenlandais et les Groenlandaises qui sont très présents au Danemark et qui sont en fait un gros facteur de leur discrimination et du racisme qu'ils peuvent rencontrer. Donc ce sont les stéréotypes de l'alcoolisme, de la dépendance à diverses substances, hein, ça on le voit autour du personnage de Malik par exemple, et aussi l'idée que voilà, tous les Groenlandais et Groenlandaises seraient suicidaires. Euh, on a aussi une autre forme de stéréotype enfin, voilà, qui va se être activée dans la série. C'est l'idée que on aurait une opposition entre des Groenlandais qui seraient très protocolaires, pardon, des Danois, excusez-moi, qui seraient très protocolaires, et une forme de spontanéité parmi les Groenlandais qu'on va retrouver jusque dans les plus hautes sphères du gouvernement, en fait. Les ministres vont recevoir chez eux, ça on le voit très bien au début de la saison, puisque donc Asger, un des diplomates danois, un des fonctionnaires danois, va se retrouver à négocier avec Hans Eliassen, donc le ministre des Affaires étrangères et des Ressources groenlandais, dans la buanderie de Hans Eliassen, en parlant avec sa fille. Donc voilà, ça a beaucoup le choqué, Osger, le fonctionnaire danois. Cette situation, il se trouve très déstabilisé par le cadre de l'interaction. Et l'autre élément de l'opposition qu'on peut retrouver entre Groenlandais et Danois dans la série, c'est l'idée que les deux, ces deux on va être confronté à des façons de connaître qui sont très différentes. C'est très marqué dans les premiers épisodes de la saison, ça l'est un petit peu moins dans la suite. On aurait en fait d'un côté un Danemark vert, avec une connaissance très bureaucratique, très en fait sur le papier, dans les livres de l'environnement arctique. En fait, on pourrait penser que voilà, ce sont des sortes de scientifiques du papier, on pourrait les appeler comme ça, et qui est très très bien illustré par ce personnage d'Osger, donc le jeune ambassadeur arctique qui est expert du Groenland, mais qui n'a jamais mis les pieds en Arctique parce qu'il ne supporte pas l'avion, il a peur de l'avion. Et cette figure, elle est extrêmement intéressante parce que ça cristallise vraiment cette connaissance bureaucratique qui est très associée en fait à la danicité. En tout cas, du côté groenlandais, quand on travaille sur le Groenland, c'est quelque chose qui apparaît souvent. Et de l'autre côté, donc, s'opposerait à ça un Groenland dont les élus, donc, qui ont une connaissance pratique souvent assez poussée de l'environnement. On voit souvent le ministre des Ressources naturelles euh, sur son bateau, puisqu'il vient, il repart de la pêche. Il connaît très bien le mouvement des glaciers, le mouvement des courants, le mouvement des poissons. Et cette connaissance pratique, elle, n'empêcherait pas, comme je l'ai déjà dit, une forme de sacrifice sur l'autel de l'indépendance. Donc voilà, on a en fait cette opposition qui se retrouve à la fois dans les façons d'être, hein, les façons de faire de la politique, j'ai envie de dire, et aussi dans les façons de connaître et les façons le rapport à l'environnement qui sont très différentes. Alors c'est très compliqué ce qui est compliqué dans cette opposition, c'est que on a bien sûr certaines de ces représentations, elles sont complètement stéréotypiques, hein. En particulier ce qui va toucher à l'alcool et aux différentes dépendances et maux sociaux, qui sont bien sûr des expressions du trauma colonial. Et en fait, ce qui est très compliqué, c'est qu'on a une part de vrai, en fait, dans ce qui est représenté. Mais il faut avoir en tête, hein, comme le disait Vacan, que le stigmate va toujours fonctionner sur le régime du préjudice et pas sur celui de la vérité. Donc, ce qui va faire que ces éléments vont être retenus contre les Groenlandais pour les mettre à l'écart, les marginaliser, en faire des personnes moins compétentes ou des personnes moins, comment dire,
moins digne de confiance, c'est pas ce qui va compter, c'est vraiment le préjudice qu'on va porter à ces pratiques, à ces façons de connaître différentes et pardon, à ce rapport à l'environnement qui est différent. On voit aussi finalement, quand vous l'avez dit, à travers certaines relations qu'il y a entre le Danemark et le Groenland, il y a une certaine mise en scène hein, de cette série pour ce qu'on pourrait qualifier de mépris danois finalement face à cette ancienne colonie. Oui, complètement. Pour moi, c'est vraiment une des dimensions de la série qui est la mieux réussie parce que elle va témoigner d'un regard en fait qui est très neuf par rapport à la façon dont les questions groenlandaises sont généralement traitées du point de vue du Danemark. Donc, du point de vue du Danemark, dans les médias, dans les productions cinématographiques, de manière générale, un petit peu dans l'art, mais voilà, surtout dans médias et productions cinématographiques, on a une représentation du Groenland qui est très tournée vers les mots sociaux, en fait. On va beaucoup insister sur les violences, sur la place du suicide, etc., etc. Et ben justement, cette vision-là des choses, elle est un petit peu déstabilisée dans cette série. Et c'est notamment par le biais du traitement qui est réservé au mépris des Danois envers les Groenlandais et les Groenlandaises que ce que j'ai appelé le white gaze tout à l'heure est en partie déstabilisé. Donc vraiment, l'idée, hein, il est déstabilisé ce white gaze, mais pour moi seulement en partie. Je vais expliquer un petit peu pourquoi dans la suite. Alors, une des façons dont ce mépris danois est mis en scène, c'est notamment par quelque chose qui revient très souvent, l'idée que les Danois et Danoises parleraient à la place d'eux. On le voit dans le deuxième épisode de la série, de la saison 4, où Birgitte Nyborg va donner une interview sur la nouvelle découverte de pétrole. Et elle explique que ses compétents collègues groenlandais, elle utilise cette expression, seront forcément d'accord avec elle et avec la position du gouvernement danois, qui est donc opposé à l'extraction hein, pour des raisons environnementales. Cette façon d'être, elle est extrêmement présente dans la stigmatisation qui est dénoncée par les Groenlandais et les Groenlandaises. C'est quelque chose que j'ai énormément croisé sur mon terrain de thèse. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est sur la prise de parole. On considère très souvent, les Groenlandais et Groenlandaises considèrent très souvent que les Danois ont tendance à parler au-dessus des autres. Donc, ils vont parler très fort, ils vont souvent couper la parole et ils vont aussi voilà, parler à la place d'eux. C'est un comportement qui est vraiment perçu comme étant typiquement danois, avec les yeux des Groenlandais. Et ici, ça prend une dimension très particulière parce que ce fait de parler au-dessus des autres, elle se joue dans les plus hauts niveaux des sphères étatiques. Et surtout, le problème, c'est qu'elle va escamoter certaines compétences du gouvernement groenlandais, notamment en termes d'extraction, puisque, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, depuis 2009, la compétence extractive revient entièrement à Nala Kerswisut. Donc, ça veut dire que, en fait, Birgitte Nyborg n'a pas à se prononcer, en fait, sur qu'est-ce que vont penser ses compétents collègues groenlandais de l'extraction. Cette question de l'extraction, elle est censée concerner uniquement le Groenland et les Groenlandais. Donc, Birgitte Nyborg n'a pas, encore moins, j'ai envie de dire, à parler à la place d'eux au vu de ce que dit la loi. Après, le deuxième aspect de du fait que voilà, les Danois, enfin comment les Danois vont parler à la place des Groenlandais, c'est sur le contenu même de la série. Parce qu'en fait, les enjeux de la protection au Groenland sont un petit peu pour Birgitte Nyborg une sorte de terrain de jeu où elle peut mettre en débat ses convictions politiques pour des enjeux électoraux. Au début, elle est très opposée à l'extraction. Elle va ensuite changer de cap quand elle se trouve dans une situation où elle est complètement acculée à la fois parce que des parlementaires l'accusent d'avoir menti sur des intrications entre mafia russe et entreprises canadiennes responsables de l'extraction. De l'autre côté, les Groenlandais vont l'accuser de ne pas avoir conscience des enjeux du développement propres à leur territoire. Donc elle est complètement acculée et elle va changer d'avis, elle va prendre position pour l'extraction. Et à la fin de la saison 4, elle fait encore volte-face puisque au congrès de son propre parti où sa présidence est remise en jeu, elle annonce qu'elle va rompre l'accord. Donc voilà, on a encore cette idée que le Groenland reste une sorte de terrain de jeu sur lesquels les Danois, en particulier cristallisés dans ce personnage de Birgitte Nyborg, vont en fait pas forcément prendre au sérieux ce qui est dit et ce qui s'y passe.
Après, le deuxième élément qui va montrer une sorte de mise en scène du mépris danois, c'est ce qui se passe dans les interactions plus quotidiennes, on pourrait dire, entre Groenlandais et Danois, et notamment autour des disputes qui ont lieu et d'une forme de euh, reproche permanent de l'incompétence des Groenlandais qui est relativement bien présentée et relativement conforme à une partie de la réalité qu'on peut avoir sur le terrain. Cette dispute et cette mise en scène de l'incompétence, elle est très présente dans les négociations qui ont lieu autour des épisodes 5-6 sur la répartition des bénéfices du pétrole. Donc on a dans cette scène quelque chose de très graphique, avec d'un côté les Danois qui sont en costume, ils sont blancs, ils sont blonds, ils ont des cheveux tirés en arrière, des chemises blanches, ils se ressemblent tous, et de l'autre côté, les trois représentants groenlandais et groenlandaises, dont les hommes en particulier sont vêtus en anorak, donc cette tenue traditionnelle groenlandaise, qui est la tenue en fait qui vient voilà, traditionnelle, donc qui est l'ancienne tenue des chasseurs en fait. Et en fait, donc, les Groenlandais vont présenter leur projet et souhaitent garder l'ensemble des bénéfices du pétrole, dès qu'ils pourront se passer de la subvention danoise. Et Birgit Nyborg va trouver cela très inacceptable et va reprocher en fait aux Groenlandais d'être incapables d'être indépendants. Et cet argument de l'incapacité à être indépendant, financièrement, en termes de compétences également, c'est un argument qui est extrêmement mobilisé du côté danois et qui sert souvent à écraser le mouvement indépendantiste en déplaçant l'enjeu. En fait, la reconnaissance du droit à l'indépendance, qui est une reconnaissance légale qui existe dans la constitution danoise, est en quelque sorte déplacée vers l'idée de la possibilité de l'être. On ne se pose plus la question de est-ce que les Groenlandais ont droit à l'indépendance, mais on va se poser la question de est-ce qu'ils sont en mesure de l'être. Et donc en faisant ça, il y a une forme d'infantilisation dans ce discours qui déplace la question, qui délégitime en fait la question de l'indépendance. Et donc, suite à cette interaction, hein, les Groenlandais vont complètement quitter la Réunion. Mais ce qui est intéressant dans cette première intercation, assez violente, hein, c'est vraiment une scène qui est très violente pour les Groenlandais, très stigmatisante. Donc, c'est compliqué de ne pas être de leur côté, on va dire, en tout cas dans la façon dont c'est mis en scène. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que le personnage d'Ansel Eliasson, donc le ministre des Affaires étrangères groenlandais, va se montrer particulièrement compétent, particulièrement stratège dans les négociations avec les Danois. Et notamment, à la suite de son départ des négociations, il va changer son fusil d'épaule. Il va négocier directement avec les propriétaires de l'entreprise, qui sont des propriétaires chinois. Donc voilà, on a en fait une première déstabilisation du white gaze qui va se faire par là, donc une sorte de critique, de satire du mépris danois, et aussi une revalorisation des personnages qui sont pas du tout des personnes représentés comme les personnages groenlandais, comme des personnages faibles et comme des personnages, on va dire, soumis. J'aurais maintenant, Marine, une question hein, par rapport à vos travaux et comment justement on peut les réutiliser en regardant cette série. C'est sur les questions des tensions nées de l'assimilation. Qu'est-ce qu'on peut en dire dans la série? Parce que c'est quand même par rapport justement aux différents personnages groenlandais que vous avez évoqués depuis le début, on ressent bien toutes ces tensions-là. Oui, complètement. Alors, en fait, la première fois, pour être honnête avec vous, la première fois que j'ai vu cette saison, donc dans l'épisode 3, Jens Henok Bertelsen prononce une phrase qui est en gros le résumé de ma thèse. Donc, j'ai été assez bouleversée et je trouvais ça très intéressant, en fait. Cette phrase, je peux la lire, hein. C'est Jens Henok Bertelsen qui est en train de discuter avec Birgitte Nyborg, qui vient le voir dans son bureau au Parlement danois et lui dit, donc Jens Henok dit à Birgit, tu sais ce que c'est de vivre au Groenland? C'est être obligé de choisir entre son identité groenlandaise et une éducation. Le Danemark détient tous les pouvoirs. Si on ne parle pas comme vous, si on ne pense pas, on ne vit pas comme vous, on ne peut rien faire de notre vie. Et en fait, cette phrase, elle va résumer pour moi les tensions qui traversent vraiment la situation sociale au Groenland, qui est l'idée que pour atteindre une forme de légitimité, pour se hisser dans la partie haute de la structure sociale groenlandaise, on est obligé de se conformer à la culture danoise, en particulier à la langue danoise, alors que c'est pas du tout la langue majoritaire au Groenland.
Donc ces tensions, elles sont bien représentées. L'idée voilà, d'une sorte de chape de plomb hein, pour accéder aux positions sociales dominantes au Groenland qui imposent de se transformer en danois, on pourrait le dire comme ça, de manière un peu rapide, elle est bien représentée dans la série. Et ces tensions, on les voit notamment autour du personnage de Amy Bertelsen. Donc ce personnage, c'est la directrice de cabinet de la première ministre groenlandaise, qui est une jeune femme assez brillante, hein, qui au début, pardon, qui en fait au début de la saison 4 semble, enfin on pourrait s'attendre en fait à retrouver un regard assez sexualisé sur ce personnage hein, qui rappellerait une sorte d'exotisation classique des femmes racisées qui seraient comme mises en fait à disposition des hommes blancs qui viennent les voir. Et en fait c'est pas exactement le cas. C'est un peu plus complexe que ça parce que donc Osger, hein, le personnage du fonctionnaire danois qui va porter les négociations au Groenland, finalement, on n'a pas du tout les codes d'une relation qu'il souhaite entamer avec Amy Bertelsen. Et ça se voit dans l'épisode 2, où en fait, donc, Osger arrive, donc il est malade parce qu'il a peur de l'avion, donc il descend de l'avion, il est complètement malade. Et puis surtout, il arrive habillé, donc voilà, au Groenland, hein, c'est quelque chose qui se dit beaucoup, il arrive habillé comme un Danois. C'est-à-dire qu'il a des chaussures de ville, en fait. Et c'est compliqué au Groenland de marcher sans tomber, hein, surtout en hiver, quand on a des chaussures de ville. Donc, si vous voulez, c'est une déstabilisation supplémentaire du personnage masculin qui n'est pas du tout posé en sauveur ou en libérateur ou au contraire comment on pourrait dire, en une forme on va dire, de masculinité blanche dominante, absolument. Il est un petit peu déstabilisé dans ça. Et dans sa relation avec Amy Bertelsen, c'est quelque chose qui apparaît beaucoup. Parce que Amy Bertelsen, c'est le personnage qui est vraiment le gatekeeper de l'histoire. Parce que c'est elle qui va en fait faciliter complètement les interactions entre les Groenlandais et les Danois. Elle va même se poser un petit peu en traductrice de monde entre les deux groupes. Et il faut aussi souligner que Osger, hein, toujours le pauvre Osger, il va jamais trouver rédemption au regard des Groenlandais parce qu'il va commettre maladresse sur maladresse dans sa façon de parler de la colonisation, dans sa façon d'appréhender le suicide, par exemple, dans sa façon de s'adresser aux élus locaux. Donc en fait, il comprend rien. Donc c'est un personnage c'est pas du tout un personnage classique d'homme blanc en terrain exotique, entre gros guillemets, en terrain étranger. C'est pas du tout un personnage qui est représenté comme ça. Autre chose, hein, cette tension de l'assimilation, elle va se donner, enfin, elle est intéressante aussi parce que dans la série, on va avoir quelque chose qui est rendu visible, c'est le goût cultivé par des militantes, en particulier des chercheuses et aussi des tatoueuses, parfois les personnes en question étant les trois à la fois, pour les tatouages, et notamment pour les tatouages traditionnels inuits. Donc, ce sont des tatouages faciaux en grande partie, mais pas uniquement. Et la série, en fait, elle les met en scène, elle en fait quelque chose de très positif. Et ça fait écho à plusieurs situations qui se sont produites dans les 10 dernières années, où des Groenlandais ont pu être discriminés à l'embauche, au Groenland et au Danemark, parce qu'ils portaient ce genre de tatouages faciaux, notamment. Alors que c'est voilà, une fierté inuite que de les porter, en particulier pour les femmes, aussi pour les hommes. Donc voilà, cette série, elle va aussi contrebalancer ce white gaze sur cet aspect-là. Donc voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur les questions autour de l'assimilation. Elle est pareil, on a de nouveau une petite déstabilisation du white gaze qui est produite autour de la mise en avant voilà, on pourrait dire des tensions qui vont traverser, des tensions culturelles qui vont traverser ce qui se passe dans la série. Donc voilà, en fait, pour conclure, en fait, on pourrait dire que c'est une série qui reste marquée par ce white gaze jusque dans la réalisation, parce que au Danemark, elle n'est pas disponible en sous-titres en kalaallisut, donc la langue majoritairement parlée au Groenland. Donc c'est un petit peu dommage sur cet aspect-là. Mais malgré tout, la série, elle donne à voir une fierté groenlandaise avec des personnages qui sont forts, qui sont stratèges. Et il faut pas oublier hein, que même si on a une déstabilisation de ce white gaze, le personnage principal, ça reste Birgitte Nyborg, ça reste le gouvernement danois, donc les personnes racisées sont en arrière-plan et en fait elles vont servir l'avancée de l'histoire de la personne blanche. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'elles vont servir une évolution qui est négative, parce qu'elles vont permettre de mettre en avant l'appétit du pouvoir,
elles vont mettre au jour le racisme de l'héroïne. Donc cette série, elle est intéressante sur ces aspects-là, parce qu'elle va permettre de déstabiliser un white gaze très présent, en particulier lorsqu'il s'agit de scruter, donc du côté danois, hein, ce qui se passe au Groenland. Merci beaucoup Marine Duc pour cette intervention autour de la saison 4 de Borgen, autour de cette saison consacrée, vous l'avez dit, essentiellement à la question des relations entre le Danemark et l'ancienne colonie groenlandaise. Alors pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, vous avez une bibliographie indicative qui se trouve comme toujours sur le site internet histoireensérie.com. Et puis, je vous invite à aller regarder les anciennes émissions parce qu'il y a des choses dont on a déjà parlé. On parlait à l'instant des tatouages, par exemple, on a fait une émission autour des tatouages dans une série, donc c'est aussi très intéressant parce que ça permet de parler d'un certain nombre de problématiques. Merci Marine et à bientôt. Merci. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.